Alors, la 17e leçon de ce cours de thérapie multidimensionnelle, thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique de Massamba Mapolo va porter sur la présentation du docteur Massamba lui-même de sa méthode thérapeutique, à savoir la psychothérapie multidimensionnelle. Qu'est-ce qu'il entend par là? Premièrement, point 1, le moi et le monde extérieur. 2 points, recherche de sécurité. Voilà le premier thème. Le moi et le monde extérieur. 2 points, recherche de sécurité ou la recherche de la sécurité. La psychothérapie multidimensionnelle part de ce présupposé que la conscience d'être envoûté et son aveu constituent pour un moi menacé et frustré la réponse du patient à la recherche de sa sécurité. Vous voyez, ça c'est très important. La prémisse, le point de départ de la psychothérapie multidimensionnelle est celui-ci. C'est la prémisse de base. Le moi menacé et frustré, ok, qui est la conscience de l'envoûté, le moi menacé, frustré, menacé dans sa santé, menacé dans son mariage, menacé dans sa fécondité, menacé dans son travail, menacé par la mort, menacé par la maladie. Eh bien, la conscience d'être envoûté et son aveu constituent pour un moi menacé et frustré la réponse du patient à la recherche de sa sécurité. C'est bien envoûté parce qu'il cherche la sécurité. Il se sent insécuritaire, dans l'insécurité. Alors, dans son désir de sécurité, l'individu entre dans un dialogue thérapeutique avec le monde extérieur sous forme de contrat. C'est la fameuse palabre thérapeutique qui est comme un contrat de famille. Quelqu'un d'entre nous est malade, ne se sent pas bien ou traverse des moments de difficulté, de malheur. Nous devons nous réunir pour chercher qui est le sorcier ou bien pourquoi il est tombé malade et comment parvenir à l'aider. Le moi qui est en danger est à la recherche de sa sécurité. Le monde extérieur du passé se compose de ces formulations cosmologiques ainsi que des réflexions intérieures personnelles et des croyances socioculturelles. Alors, ces croyances qui sont partagées dans un groupe humain qui peut être clanique, familial, etc. C'est pourquoi la psychothérapie multidimensionnelle reconnaît l'interaction du moi et du milieu socioculturel et reconnaît l'impact de croyances culturelles et des contacts sociaux sur l'individu qui se dit envoûté. C'est à ce niveau précisément que la psychothérapie multidimensionnelle examine la prise de conscience de l'envoûtement, comment l'individu a pris conscience de son envoûtement et quelle est la nature de sa déclaration qu'il fait de son envoûtement et finalement comment cette prise de conscience et sa déclaration ou ses déclarations sont en quelque sorte une quête d'une réponse sécurisante. Quand la personne vient vous consulter, elle vient chercher justement la sécurité. Elle est dans un combat spirituel pour reprendre un vocabulaire cher à un des mouvements de notre pays d'origine. Il est donc nécessaire, très très nécessaire, de comprendre le fait que la démarche thérapeutique doit consister en un diagnostic analytique. Le diagnostic n'est posé qu'après avoir analysé les différents paramètres, les différentes dynamiques, les différentes composantes du problème, tandis que le traitement est synthétique, très résumé. Nous allons faire peut-être pour cette personne un traitement psychiatrique
une délivrance, une prière, un conseil qu'il doit suivre. Le traitement est synthétique, mais la démarche pour diagnostiquer est analytique. Cette démarche qui est à la fois analytique en tant que démarche diagnostique et synthétique en tant que démarche de traitement dérive de l'expérience totale que communique le patient. Le traitement n'est pas posé avant d'avoir écouté le patient. Il faut donc être en contact avec le patient, l'écouter attentivement avec beaucoup d'empathie et écouter son expérience, écouter son diagnostic, parce que lui aussi vient avec son diagnostic, et essayer de saisir les variables de son envoûtement, les différentes composantes. J'ai eu un problème avec ma femme ne me respecte plus, elle rit de moi avec les gens de mon travail, elle a tendance à se comporter comme c'est lui le mari, et puis finalement, elle m'a envoûté parce qu'elle me prend mon sexe quand je dors. Voilà. Voilà les éléments qu'il faut noter de façon tout à fait détaillée. Et noter son discours, ses jugements, ses perceptions. Le traitement s'opère de façon synthétique, c'est-à-dire on essaye d'intégrer les différentes variables d'envoûtement pour restaurer la sécurité du patient. Et celui qui dit sécurité parle de l'identité. En fait, par exemple, le mari qui se plaignait qu'on n'est pas considéré comme mari, il a perdu son identité de mari. Vous voyez, et même son identité humaine. Et il essaye, donc dans cette insécurité, il y a la perte de moi, la perte du moi. La recherche est donc est synthétique, en ce sens qu'elle vise à découvrir non pas une réalité, mais des réalités, c'est-à-dire l'univers phénoménologique du patient. Quels sont les phénomènes qui entourent cette personne? Les phénomènes culturels, psychologiques, sociologiques, économiques, sexuels, etc. Tous ces phénomènes qui sortent de sa bouche pendant sa plainte. Donc, il faut découvrir le monde de ses intérêts, de ses besoins, de ses désirs, de ses frustrations, de ses découragements, de ses peurs, de ses relations familiales, de ses relations conjugales, de son travail, et au niveau imaginaire et au niveau de la réalité. Même quand il parle de la sorcellerie de façon imaginaire, il faut l'écouter, le prendre au sérieux. Alors, il faut que dans la recherche, on puisse tenir compte des besoins biologiques aussi de l'organisme, voir si la personne est en bonne santé. Et qu'est-ce qui est à la base de l'activité conceptuelle de l'individu? Comment l'individu, est-ce qu'il fonctionne bien du point de vue de ses raisonnements? Est-ce qu'il conçoit bien les choses? Est-ce que cet individu délire, hallucine, n'est-ce pas? Et cet individu vit dans une peur maladive, une phobie, etc. Quand un individu dit qu'il a entendu de voix, et c'est qu'il cherche réellement des moyens d'exorciser ou de chasser ces voix. Alors, quelles sont ces voix? Est-ce que c'est un schizophrène ou un possédé? La psychothérapie globale cherche donc à aider le patient à répondre aux besoins de l'organisme tout entier, de son être biologique comme de son être psychologique et spirituel. Elle inclut aussi les principes d'éducation pour opérer un réajustement, un changement de perception et de relations du malade, de ses parents, de ses femmes, etc. Il faut éduquer la communauté. La psychothérapie multidimensionnelle affirme l'unicité du réel, l'unicité réelle du moi et la tension qui se produit entre unicité et similitude au sein des interactions humaines. Dans une société bien déterminée, le moi social est le même que le moi individuel. C'est le même individu qui appartient à un clan,
le même individu est père de famille, le même individu a plusieurs femmes, le même individu travaille à telle place ou fait des affaires, c'est le même individu. Il y a une unicité du moi. Le moi social, le moi professionnel, le moi ensorcelé, c'est toujours le même moi. D'où la nécessité d'essayer de garder cette unicité dans notre analyse. Mais paradoxalement, l'homme se découvre pleinement dans ses relations aux autres, dans la totalité de sa culture aussi bien que dans sa personnalité. Et parfois, il y a des gens qui ont tendance à se dérober de leurs responsabilités et même à enterrer leur moi sous le sol de la collectivité ou du clan. L'individu se dissout dans le clan. Voici le point de départ en ce qui concerne l'homme. L'homme est un être individuel capable de conscience de soi en tant qu'être dans le monde. Il se peut qu'il adopte à l'égard de lui-même des attitudes, des jugements, des valeurs. Mais est-ce qu'il est considéré comme ça dans son clan? C'est pourquoi la psychothérapie multidimensionnelle tient compte des activités intellectuelles du consultant, de la personne qui vous arrive, de ses perceptions, de sa façon de dominer sa personne, de ses rapports avec son milieu, avec les gens qui vivent avec lui. C'est la meilleure source d'information que possède le thérapeute. Et elle lui sert de système de référence pour des découvertes plus poussées des problèmes thérapeutiques dans une culture donnée. C'est pourquoi la personnalité du patient est à découvrir dans les expériences vitales qu'il communique au cours des soins. Il faut tenir compte de ce moi parce que n'oubliez pas, nous partons toujours de la relation entre le moi et son milieu. Mais qu'est-ce que le moi me communique à propos de son milieu? Est-ce que ce moi est intégré dans son milieu ou désintégré dans son milieu ou souffre dans son milieu ou aliéné dans son milieu? Être aliéné, c'est perdre son propre être, n'est-ce pas? Est-ce que le moi, par exemple, qui dit dans la société que, par exemple, on dit chez le Congo, oh, les vrais enfants, ce ne sont pas tes enfants, mais les neveux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Les enfants que tu as mis au monde ne sont pas tes propres enfants, mais c'est les enfants de ta soeur, de tes soeurs qui sont tes propres enfants. C'est quoi cette histoire? On peut questionner ça. Oui, ce sont mes enfants, mais mes propres enfants sont mes propres enfants. Vous voyez, on peut remettre ça en question. La psychothérapie multidimensionnelle cherche à intégrer le monde intérieur et extérieur de l'expérience dans la conscience de l'individu, envoûté ou pas envoûté. Comment le monde extérieur s'intègre avec mon monde intérieur. Comment ma conscience personnelle s'intègre avec la conscience collective, la conscience de la société. Même, je vis ici au Canada, mais je dois être intégré dans la société canadienne. Je dois être intégré dans l'Église. Je dois être intégré dans ma famille. Alors, la désintégration peut me causer beaucoup de problèmes. Alors, on constate en Afrique, même dans le village, qu'il y a une désintégration généralisée. Les individus ont tendance à fuir le clan. Parce que le problème de sorcellerie se pose là. Alors, ce problème devient un problème très, très important. Nous devons l'analyser avec beaucoup d'objectivité. Nous avons vu qu'à la mort de Maman Olangi, tous les frères, les sœurs de deux clans, qui étaient considérés comme problématiques au départ de leur ministère, sont revenus tous au salon. C'est la famille qui était là. Alors finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tous se sont convertis, tous s'étaient livrés? Est-ce que les sorciers avaient changé? Ça, c'est une question à les poser dans ce contexte-là. Dans le domaine éthico-religieux, nous devons examiner les différentes valeurs que nous utilisons en thérapie des envoûtés. Dans le domaine éthique et religieux.
comme dans le domaine parapsychique. Nous devons examiner toutes ces données pour voir si ces données relèvent vraiment de l'objectivité scientifique. Est-ce que nous pouvons vérifier ce que la personne dit là? C'est très facile de vérifier, par exemple, le conflit entre deux individus. Très facile de vérifier comment quelqu'un est traité de personnes dignes d'être tuées. Alors on peut voir ce moi, n'est-ce pas, de l'individu, comment ce moi est menacé. Très facile, on entend maintenant cette personne, on va la manger. Cette personne, on va la supprimer parce qu'elle est une personne qui ne fait rien pour la famille. On entend cela. Alors quand vous entendez de tels discours, vous pouvez conclure facilement qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'actes criminels. Alors ici, donc nous devons tenir compte du moi et de son milieu, première chose. Deuxièmement, en psychothérapie multidimensionnelle, on tient compte du moi perceptif. Quand nous parlons de personnes, nous tombons dans le domaine des attitudes personnelles et des objets vers lesquels sont orientées ces attitudes. Aussi, le moi se définit-il habituellement comme une abstraction de l'individu construit en regardant des attributs, des capacités, des objets, des activités qu'il possède et poursuit. L'individu représente des abstractions par le symbole. Moi. Moi. Mais où est le moi? C'est moi ici. Est-ce que vous voyez le vrai moi en me regardant physiquement? Le moi est une idée qui se fait personne. Et cette idée de la personne que je suis est composée de plusieurs dynamiques. Cela peut être un produit de mes propres perceptions ou des perceptions des autres, n'est-ce pas? Comment on me perçoit dans ma famille? Et je vois quelqu'un qui est presque plus jeune ou de même âge que moi, mais puis c'est le neveu de mon père, il va m'appeler mon fils. Mais moi je suis ton fils depuis quand? Tu es mon cousin, tu es mon frère, tu ne peux pas me mettre au monde. Vous voyez? Mais à travers ce discours, il veut venir dominer au nom du Père. Il faut suspecter cela, nous devons être toujours sur nos gardes. Le moi perceptif ne doit pas être fondé par la perception des autres, mais par ta perception. C'est très important. Orienté d'abord vers les expériences relevantes du moi, le processus aboutit donc au moi. Le moi aboutit au moi lui-même pour se construire lui-même. S'il s'oriente vers les expériences du monde, de la culture, il aboutit à des affections du monde, de la culture du monde social. Si je me vois comme, n'est-ce pas, fils d'eux, puis de tel clan, puis de telle famille appartient à tels ancêtres, eh bien, je vais aller chercher ma sécurité dans la tombe de mes ancêtres. Mais si je me vois comme un individu historique qui s'est développé depuis la mère, je dois reconnaître la mère, le père qui m'ont mis au monde, mais m'ont mis au monde dans une ville. Et dans cette ville, j'étais associé à d'autres gens qui parlaient d'autres langues. Moi, je parlais une langue étrangère à ma langue maternelle. Puis je me suis développé à l'école primaire, à l'école maternelle, puis primaire protestante, puis primaire catholique, école secondaire catholique, puis école secondaire protestante, et à l'université, etc. J'ai rencontré des gens de plusieurs tribus. Je me suis façonné d'abord comme pédagogue, comme philosophe, et comme théologien, comme missiologue, comme éducateur, comme thérapeute, etc. Non, mon moi est complexe. Vous voyez, vous n'allez pas me définir comme moi, fils d'eux. Non, je suis plus que ça. Vous comprenez? C'est important de réaliser la complexité même de notre moi. Et c'est dans cette complexité qu'il y a les mystères du moi et que personne ne peut venir saisir et contrôler. En te réduisant au fils d'eux, hein, tu deviens le fils de tous ceux qui sont dans le clan de ton père, les morts comme les vivants, même ceux qui sont moins âgés que toi, eh bien tu risques de payer cher de ta vie. Alors, très important, la perception du moi. Il n'y a pas d'objet matériel qui existe sans de telles expériences. Cet objet doit être mis à nu, exploré, construit, si l'individu veut se connaître et utiliser ses capacités.
Le moi qui est une abstraction, c'est une construction. L'objet de l'appréciation et de l'observation est la personne. C'est l'objet de l'appréciation, la personne. Et tout tourne autour de la personne qui est envoûtée et la personne qui envoûte. Cette personne diffère du moi, car le moi consiste en des abstractions formées à partir de tout un tas d'objets, d'expériences que nous avons eues. Mais la personne, c'est la conscience même du moi. Vous voyez, c'est très important. La personne, c'est l'aspect spirituel du moi, l'aspect intellectuel aussi du moi. C'est la personne qui gère le moi. Le moi sans la personne est un individu qui est sans âme et sans esprit. C'est de cette manière d'être multiforme que l'homme s'actualise. Les différentes personnalités du moi, les différentes réalisations du moi, les différentes manifestations du moi se retrouvent dans la personne, dans l'unicité de la personne qui les constitue, qui constitue ces différentes composantes pour se réaliser en tant qu'être au monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les niveaux montent un peu. Durant donc ces premières années, l'enfant construit ces concepts que les membres de son corps et les réponses qu'il reçoit des autres ont un point commun de référence. Avec davantage d'expérience, l'enfant arrive à abstraire ce que ses attitudes et ses événements ont de commun. Il forme donc une abstraction à travers de laquelle il constitue progressivement son moi. Le moi perceptif est ouvert au changement et à la modification. Le moi de l'enfant change. On ne peut pas réduire une personne à une des expressions ou une des expériences de son moi. Le moi perceptif n'est pas constitué de façon fixe. C'est un moi dynamique, c'est un être dynamique. Lorsqu'on le maintient rigide par une organisation comme le Kindoki, on le réifie, on le chosifie, on le neutralise. Il faut le laisser se développer. Il dit, comme Massamba dit, il est modifié, poussé en avant par le moi, qui est le centre de la personne. Voyez? Le moi peut rencontrer des résistances. C'est le cas de l'enfant qui peut être empêché de répondre comme tout son corps le lui dit, à cause des menaces de parents, ou des menaces d'un serpent ou d'une crocodile dans la rivière, mais le moi opérant comme un moteur, d'activité dans l'organisme est toujours à la recherche de nouvelles voies, de l'innovation. Le moi est créatif. La personne est cachée derrière le moi pour le faire avancer. C'est le moi qui mène l'individu à travers ce processus continuel de récréation personnelle. Et ce moi n'est pas du tout absent dans le Kindoki. Le moi est donc le chef de l'individu. C'est lui l'artiste, lui qui prend la décision dans l'organisme. Et le Kindoki essaie de tuer le moi, de supprimer le moi. Le moi est l'élément dynamique qui maintient le contact avec le milieu, qui limite ses activités et son pouvoir, le pouvoir du milieu, même du clan. Le moi doit être cultivé, doit être développé. Et c'est à travers le moi que nous devons percevoir toute notre société. Le moi est aussi doué de résistance au changement, comme est doué de résistance à toute aliénation. C'est ainsi que Karl Marx va résister à toute forme d'aliénation religieuse, toute forme d'aliénation idéologique, d'aliénation capitaliste, n'est-ce pas,
lorsqu'on détourne le salaire de quelqu'un et qui a travaillé pendant tout un mois, on lui paye un petit salaire ou rien du tout. On lui dit, mais c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire, et c'est là, j'ai entendu c'est l'engagement à l'église, c'est de l'aliénation, on l'aliène. Parce que son salaire, c'est la valeur de son travail. Voyez-vous, et beaucoup de Blancs, à l'époque coloniale, s'amusaient avec les Noirs qui croyaient que leurs fantômes des oncles venaient voler leur salaire. Puis à la fin du mois, ils disaient que ton enveloppe est là, mais c'est vide, ton oncle est venu tout prendre, ton oncle qui était mort. Et l'autre, il croyait à cela. Puis ça, c'est la fameuse philosophie bantou, qui est une idéologie utilisée pour aliéner les consciences. Nous devons dépasser cette phase-là. Et c'est très important. Si l'homme est un être multidimensionnel, le moi est multidimensionnel, il ne peut recevoir d'aide signifiante si on le traite. Il ne peut recevoir d'aide signifiante que si on le traite de façon tout à fait multidimensionnelle. C'est-à-dire en tenant compte de sa personnalité, de ses pulsions, de ses souvenirs, de ses images de soi, de ses relations claniques, de ses relations professionnelles, de ses ambitions, de ses désirs. On doit l'aider dans son expérience totale en les considérant comme une totalité de vie. Et c'est ça que la psychothérapie multidimensionnelle, l'homme est multidimensionnel. Vous ne pouvez pas le réduire au clan, le réduire à la sorcellerie. Il est plus que ça. L'homme a tendance à compartimenter sa propre vie, surtout quand il est menacé par des influences étrangères. Vous devez aussi vous-même faire attention à vous réduire, réduire à la culture sorcière. Parce que beaucoup de gens se laissent aliéner par cette fameuse culture. Le moi fait partie de l'expérience humaine. Le moi se développe depuis qu'on est dans le sein de la mère. Jean-Baptiste a commencé à louer le Seigneur dans le sein de sa mère, Luc 2. Le moi se développe depuis le sein maternel. Puis il continue à se développer dans l'enfance, dans l'adolescence. Puis le moi doit se développer même à l'âge adulte. Je suis maintenant âgé de 66 ans, mon moi continue à se développer. Et le moi doit être là en train d'écouter la personne qui l'accueille. Parce que le moi va constituer la personne. Toutes les différentes expressions du moi constituent ma personne et ma personnalité. L'expérience est seulement une expression de soin. Les expériences familiales, ma famille, c'est la porte d'entrée dans le monde. Mais je ne me limite pas à ma famille. Regarde, je suis loin de mon village. J'ai créé notre village ici. Ça peut se développer un jour en grand village. Vous voyez ici, je peux créer un autre clan. Une autre fois, comme Abraham qui a quitté la Mésopotamie est venu créer toute une nation. Et à travers Israël aujourd'hui, Abraham se manifeste comme une grande nation, mais aussi à travers l'Église. Il est le père de l'Église. Vous voyez? Et le musulman le réclame même comme le père. Il est le père de l'islam, il est le père du christianisme, il est le père du judaïsme. Voyez-vous, il est plus grand que le petit Mésopotamien. Et c'est important pour vous de sortir l'individu qui se plaint de sorcellerie, de le faire sortir du cocon de son clan pour qu'il puisse émerger comme une personne qui a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, une dimension universelle. Vous voyez? Il est donc inexact de dire que la personne est seulement clanique. Non. Ce corps, cette âme et cet esprit dépassent les clans et le monde. Alors, à côté du moi perceptif, qui s'exprime par la formation de la personnalité et de la personne, nous avons le moi social dans un contexte culturel bien déterminé. Il y a un moi social canadien et au Canada, il y a plusieurs moi sociaux. Il y a le moi social ontarien, le moi social québécois est différent, comme au Congo, vous allez voir, il y a le moi social Luba,
le moi social Congo, le moi social Cuba, le moi social Mongo, le moi social Anamongo, le moi social Tetela, etc. Les mois sociaux Lokele, etc. Vous ne pouvez pas confondre ces mois sociaux, ces différents mois sociaux, parce qu'ils ont différentes cultures. Et puis, ces mois sociaux ensemble peuvent constituer, se fédérer dans un mois social qui s'appelle la République démocratique du Congo, mais c'est à construire de façon transculturelle. Et ça, on oublie. C'est encore un autre cours que je vous donnais. La transculturalité de notre moi. Quand est-ce que notre moi est transculturel? Quand il peut passer d'une culture à l'autre. Même le Bakongo, vous avez le Bayombe, vous avez le Bakongo Bomba, vous avez le Bandibu, vous avez le Bantandu, vous avez le Banyanga. Vous voyez? Et à l'intérieur, vous allez trouver différentes sous-tribus, des clans, etc. Mais tous ces clans, comme on dit chez nous, entre chefs et entre prêtres, on se rencontre ensemble, on s'entend pour former un même peuple. Ce que vous appelez aujourd'hui ethnie, mais c'est pas vraiment le mot qui est heureux. C'est une nation, la nation Congo, le royaume Congo. C'est un grand royaume, plus grand que la Belgique. Et dans ce royaume, il y a deux mois. Alors, et toute la distraction de la sorcellerie a tué cette recherche du moi personnel et du moi collectif et social que nous devons construire, qui ne se réduit pas au moi clanique et à la sorcellerie.